Bon bah c'est parti. J'ai plutôt l'habitude de faire des cours derrière l'ordi, mais bon, ça devrait bien se passer. Qui a déjà entendu parler du Bitcoin ici? Ok, ça fait pas mal de monde. Qui a déjà entendu parler de la blockchain? Ok. Tiens, pour savoir, d'Ethereum? Ah oui, ça fait quand même pas mal de monde. Qui en a entendu parler en mal? Ouais, de l'ensemble, on va dire. Ouais, ok. Oui, bon, on entend souvent parler en mal, alors pourquoi cet engouement autour de cette technologie? Mais avant tout, je vais un peu me présenter. Je suis ancien développeur Web 2, donc j'ai fait un DUT, ensuite j'ai fait une licence. Je suis allé en école de graphisme, bon, ça c'était un truc un peu à part. Et ensuite hein, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Proximis. Donc Proximis, c'était une start-up qui se voulait, en fait, le retrait en magasin. Quand vous allez des fois sur un site internet, vous pouvez retirer le produit en magasin. Donc nous, on avait mis ça en place à l'époque. Donc quand j'avais intégré Proximis, on était 3. Et 2 ans après, on était 25. Donc c'est un truc qui a explosé. Là, c'est dans plusieurs pays, tout va bien, etc. Ensuite, j'ai rejoint des SS2I, ESN. Clairement pas mon truc. Pour les gens qui font du dev, ils sauront de quoi je parle. Et ensuite, j'ai rejoint des agences de communication. Donc, comme My Client is Rich, enfin pas chez eux, mais d'autres, à Strasbourg. Et j'en avais eu un peu marre à l'époque de faire du dev. Et je voulais plutôt former dans le dev. C'est pourquoi j'avais rejoint diverses écoles pour faire de la formation dans le Web 2. À partir de janvier 2021, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain. C'est assez technique, mais vous verrez que ça peut apporter pas mal de solutions à des problèmes qu'on a dans la vie courante, de tous les jours même. Ensuite, j'ai commencé une chaîne YouTube le 21 juillet 2022. Et c'est une chaîne YouTube qui a commencé à bien marcher et du coup j'ai été recruté chez Alira qui est l'école de la blockchain en France. Hein. Je crois que j'ai 1 ou 2 étudiants ici qui sortent de cette école. J'ai aussi un poste, j'ai fait plusieurs postes où je faisais la liaison entre des équipes de développement et des équipes aussi de direction. Alors d'où vient cette technologie? Bon, ça a commencé à émerger avec le Bitcoin. Et globalement, suite à la crise des subprimes en 2007-2008. Donc là, vous pouvez voir le film The Big Short, qui est vraiment un film pas mal. Je pense qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui l'ont regardé. Et ça permet un peu de mieux comprendre à quel point les banques faisaient des fois un peu n'importe quoi, il faut quand même le dire. C'est une technologie, le Bitcoin, qui utilise d'autres technologies, c'est-à-dire que pour émerger, il fallait qu'il y ait pas mal d'autres technos qui voient le jour, et déjà forcément la technologie de l'ordinateur. Et très bon film à ce niveau-là, The Imitation Game. Donc je vous conseille de regarder aussi. Globalement, au niveau du Bitcoin, c'est donc une monnaie numérique, sécurisée et décentralisée. Et puisque c'est décentralisé, ça fonctionne sans nécessiter une autorité centrale. Donc en gros, quand vous utilisez votre banque, vous avez quelque chose entre vous et la personne à qui vous voulez donner de l'argent. Globalement, ici, il n'y a plus ça. Donc c'est quand même pas mal aussi. Et globalement, une blockchain, et la blockchain Bitcoin, c'est quoi? C'est un registre, un espèce de carnet de toutes les transactions de la première à la dernière. Donc il faut savoir qu'avec sur la blockchain Bitcoin, on va venir écrire des transactions. Donc, par exemple, Ben envoie un bitcoin à, je sais pas, Justina, voilà. Justina envoie 5 bitcoins à Nico et Nico envoie 10 bitcoins à quelqu'un d'autre. Globalement, c'est des transactions que l'on va écrire sur la blockchain. Alors, maintenant, on va passer un peu à l'aspect technique. J'espère ne pas perdre trop de monde ici, mais je vais essayer de prendre mon temps pour expliquer les choses. Je pense qu'on n'a pas trop le choix parce que si je ne passais pas par cette étape, on n'arriverait pas vraiment à comprendre le principe de la blockchain. Donc on va déjà voir le concept de hash. Donc qu'est-ce qu'un hash? C'est une fonction cryptographique qui convertit une quantité quelconque de données en une chaîne de caractères de longueur fixe. Donc c'est en gros une fonction informatique. Vous mettez en entrée ici une donnée. Ça va, du coup, il y a une entrée, il y a une donnée qui va passer en entrée d'un espèce de
de truc qui va venir réduire en purée cette entrée. Et en sortie, on aura du coup un résultat qui aura un peu ni queue ni tête, on va dire. Et c'est assez intéressant de constater ici que si je transforme la moindre donnée en entrée, le moindre caractère, si je passe par exemple de my client is rich à my client is weak, on voit que la sortie est complètement différente. Donc on va avoir un peu comme ça successivement des petites démos pour mieux comprendre les choses. Je pense que ce sera vraiment pas mal. Donc au niveau ici du hash, on a par exemple, on peut rentrer une donnée. Et c'est bon, tout le monde arrive à voir ouais. On peut rentrer une donnée et on voit qu'on a du coup, ça c'est l'entrée. On a la fonction de hash qui travaille et en sortie, on a du coup la purée. Ici, on voit que bonjour, ça fait toujours, enfin, je vais dire les premiers caractères, je ne vais pas tous les citer, mais au niveau du résultat, on a du coup 2 CB. Ok. Si je mets par exemple un R majuscule, on voit que la sortie est totalement différente. Bon, déjà, voilà, première chose sur les H. Deuxième chose, c'est que si j'écris autre chose et que je reviens à écrire bonjour, on a toujours la même sortie qui est 2CB. Donc c'est déterministe. Ok, la même entrée donnera toujours la même sortie. Autre chose aussi, c'est que à partir de la sortie, si on veut connaître l'entrée, c'est extrêmement complexe. Donc, si on me donnait par exemple juste le hash, ici on me disait, vas-y, c'est quoi l'entrée du coup de ce hash? Pour savoir que c'est bonjour, il faudrait en gros brute forcer le tout, c'est-à-dire tester toutes les combinaisons possibles. F, ensuite on passe de AA, AB, AC, AD, etc. à AB. Voilà, il faut encore prendre en considération que si vous mettez des caractères spéciaux, entre un E et un E accent aigu, ça change aussi. Bref, il peut y avoir des milliards et des milliards de possibilités au niveau du H ici. Si on a compris le H, qui est juste on met en purée, c'est toujours la même façon de mettre en purée en fait, on peut du coup vraiment voir le concept de bloc. Donc une blockchain, c'est une chaîne de blocs, on y reviendra un peu plus tard. Et globalement, on va avoir plein d'informations dans un bloc. Là, j'ai gardé vraiment les informations entre parenthèses les plus importantes. On va avoir, par exemple, dans un bloc, le numéro du bloc, puisque c'est une blockchain. On va avoir plusieurs blocs qui vont être reliés entre eux. On verra ça un peu plus tard, mais voilà. On va avoir ce qu'on appelle un nonce. Alors ça, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais prenez en considération que c'est un nombre, en fait. On va avoir des transactions. Par exemple, voilà, Ben envoie à Justina un bitcoin, qui l'envoie par exemple à Nico, etc., etc. On peut avoir des centaines de transactions dans un même bloc. Et on va avoir maintenant le hash de ce bloc. Donc là, il faudra à nouveau un peu s'accrocher, mais globalement, le hash de ce bloc, c'est quoi le principe? C'est qu'on prend le numéro du bloc, on ajoute à la fin, on concatène en fait, on ajoute à la fin du numéro du bloc ici le nonce, et à la fin, on rajoute nouveau les transactions. Et on forme un tout du coup, et on hash le tout nouveau. Et ça permet d'avoir le hash ici de ce bloc. Je pourrais vous le montrer d'ailleurs. Donc là, on a par exemple un bloc. Donc voilà, il y a bien d'autres informations dans un bloc, par exemple sur la blockchain Bitcoin ou Ethereum, etc. Mais je prends vraiment le plus important ici. On a le hash du bloc, comme vous pouvez le voir ici. On a les données, là ça serait par exemple les transactions, j'envoie de l'argent à lui envoie à elle, etc. On a le nonce et on a du coup le numéro du bloc ici. Et d'ailleurs, on peut revenir sur le hash. Regardez, là, toutes les informations, en fait, on va déjà les concaténer. Donc je les ajoute les unes à la fin des autres. Allez, je vais rajouter des transactions. Ben envoie à Elodie, allez, un bitcoin. Elodie envoie à, je sais pas, Marc, 3 bitcoins. Et on voit qu'à chaque fois qu'on met des données, du coup, dans le hash, dans le bloc, le hash change complètement. Donc si je rajoute encore une transaction ici, allez, Marc, il va envoyer à Elodie, allez, 0.bitcoin par exemple. Donc il y a plus que des centimes au niveau du bitcoin. Et voilà, là je remets du coup l'ensemble des données. Donc je rassemble toutes les données. Et je hash l'ensemble des données rassemblées, et ça donne le hash du bloc, 803 CA.
Et là, on voit aussi 803 CA. Donc prenez juste en considération là que le hash du bloc, c'est on amasse, on rassemble toutes les informations dans une espèce de boule et on hache la boule en entier. Ce serait bien qu'on parle encore d'un autre truc, il ne faut pas que je l'oublie, ça serait tout ce qui est minage aussi. Alors regardez bien ici le nonce ainsi que le hash. Bon après on va aller sur des choses un peu moins techniques, hein, je vous rassure. Mais du coup, au niveau du nonce et du hash, regardez un peu ce qui va se passer quand je vais miner le bloc. Alors je pense que certains ont déjà entendu parler de minage ici, mais je vais du coup miner le bloc. Et on voit que le nonce et le hash ont changé. C'est quoi en fait le minage? Là dans notre cas, c'est de trouver un nonce, et ensuite ça sera plus simple, qui permet au hash de commencer par 4 zéros. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on change des données dans un bloc, par exemple 0, 1, 2, 3, voilà, vraiment le hash du coup du bloc change forcément. Donc le minage, ça permet de trouver un nonce qui permet de faire en sorte que le hash commence par 4 zéros. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça? C'est ce qu'on appelle une preuve de travail. Et on le verra un peu plus tard, mais ça permet de sécuriser les transactions qu'il y a à l'intérieur de ce bloc ici. Donc prenez ça vraiment, il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui vont essayer de miner les blocs pour les valider, donc pour valider les transactions. Et on pourrait prendre ça en fait comme un grand jeu, un grand concours où l'objectif, il y a plusieurs participants, et l'objectif, ça serait d'ouvrir un cadenas qui va permettre d'accéder à un coffre-fort. Et la personne en fait qui arrive à ouvrir le cadenas, elle garde ce qu'il y a dans le coffre-fort. Mais pour ouvrir le cadenas, il faut tester un peu toutes les combinaisons possibles en fait de ce cadenas. Et c'est exactement la même chose au niveau du minage ici de Bitcoin. Celui qui va réussir à miner un bloc, ça va être un grand concours, celui qui sera le plus rapide, il va réussir à du coup sécuriser les transactions, participer à la sécurité du réseau, mais aussi il sera, s'il valide le bloc, il va toucher une certaine quantité de Bitcoin. Donc je crois qu'actuellement, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6,25 Bitcoin, ce qui correspond, bon c'est un peu plus, mais on ne va pas aller sur les détails, mais ce qui correspond à plus de 240 000 $, je crois. Alors, on va juste voir la blockchain encore, et ensuite ça ira un peu mieux au niveau technique. La blockchain, en fait, c'est une série de blocs. Et on peut le voir ici, chaque bloc est relié, enfin tous les blocs sont reliés entre eux en fait. Je vous ai un peu menti avant, c'est que au niveau des informations d'un bloc, il y a encore des informations supplémentaires. Vous avez encore dans chaque bloc le hash du bloc précédent. Et du coup, le hash, donc là on a par exemple 4 blocs, voilà, donc le dernier qui a été émis dans la blockchain, c'est le bloc numéro 4 ici. Prenons déjà le bloc numéro 1 ici. On voit que ce bloc numéro 1, il a le nonce, donc le numéro qui permet de faire en sorte que le hash de ce bloc commence par 4 zéros. On a ensuite toutes les transactions qui sont contenues dans ce bloc. On a le hash du bloc précédent et on a le hash de ce bloc. Donc en fait, on va aussi prendre, pour calculer le hash de ce bloc, on va aussi prendre en considération le hash du bloc précédent. Alors peut-être certains se disent ici, mais si c'est le premier bloc, là, comme sur l'image, c'est quoi le hash du bloc précédent? C'est en fait que des zéros. Le premier bloc d'une blockchain, c'est appelé le bloc Genesis, et globalement, sur le hash du bloc précédent, on va mettre que des zéros. Je vais tout de suite passer à une démonstration. Donc ici, on a un ensemble de blocs. Donc voilà, on a une blockchain qui possède, alors combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on voit très bien ici que tous les hash de tous les blocs ici commencent par 4 zéros. On voit que les blocs sont en vert. Donc ces blocs sont validés. On va supposer qu'il y a des transactions là-dedans. Et je vais un peu vous montrer en quoi c'est vraiment quand même relativement sécurisé une blockchain. C'est un euphémisme. Par exemple, si ici je vais aller par exemple sur le bloc 4. Alors juste avant, constatez juste qu'à ce niveau-là, ici on a un hash. On voit que le hash ici est répercuté là.
Okay, donc dans le bloc 4, on voit qu'au niveau du hash du bloc précédent, on a le hash du bloc 3. Et en fait, ça c'est vraiment cool parce que je vous rappelle que lorsque l'on modifie la moindre donnée d'entrée dans le hash, du coup, bah, le hash va changer complètement. Donc si j'ai un hacker qui essaye de rentrer des données dans la blockchain, hein, la blockchain, en fait, c'est une base de données qui va contenir des données, des transactions, etc. C'est dans l'absolu rien de plus qu'une base de données. Bon, on pourrait avoir un hacker qui va dire « Ah, je vais modifier ce bloc dans la blockchain et je vais dire que Ben m'a envoyé à moi, le hacker, par exemple, 100 bitcoins. » Et puis là, on voit qu'il y a un souci. Tous les blocs, à partir du bloc qui a été modifié, sont devenus rouges. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous comprenez que c'est parce que, du coup, le hash ici a changé. On n'a plus les hash qui commencent par 4,0. Voilà, on a vraiment le hash et le hash précédent, etc. On n'a plus la liaison qui se fait. Et du coup, on pourrait, à la limite, reminer les blocs, mais ça demanderait une quantité d'énergie vraiment absolument extraordinaire. À chaque fois, ça coûte énormément en énergie et du coup en argent de reminer des blocs. Mais en soi, on pourrait en effet reminer les blocs. Bon, je dis vraiment ça dans l'absolu, c'est vraiment pour la démonstration. On se rendra compte que c'est quand même particulièrement délicat. On va un peu continuer quand même parce que c'est pas tout au niveau de la blockchain, c'est qu'une blockchain est aussi décentralisée. Et on va voir que ça va du coup avoir un impact sur ce que l'on vient de voir juste à l'instant. Donc on n'a pas une seule entité en fait qui a le contrôle total, comme votre banque par exemple, ou Facebook ici. Par exemple sur Facebook, voilà, donc supposons que c'est vous ici, et Facebook pourrait tout à fait supprimer votre compte ici. Pareil pour la banque, d'ailleurs, si vous avez des comptes bancaires, en soi, dans l'absolu, la banque pourrait supprimer votre compte bancaire. S'il y a une panne aussi de l'entité au centre, il est tout à fait possible que tout le système ici puisse être affecté. Dans tout ce qui est décentralisé, on a plutôt un contrôle réparti parmi de nombreux participants. S'il y a une panne, le reste peut fonctionner sans interruption majeure. Mais par contre, il faut se mettre d'accord, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un consensus. Et dans le cadre de la blockchain Bitcoin, le consensus, c'est en fait la preuve de travail. C'est ce qu'on venait de voir, c'est-à-dire que pour valider les transactions, on va fournir une dépense d'énergie. Et du coup, Bitcoin, il y a des milliers et des milliers de nœuds, et globalement, pour fonctionner, Bitcoin a juste besoin d'avoir un nœud. Alors les nœuds, c'est quoi? C'est ces personnes qui vont venir du coup miner pour valider les transactions. Il faut savoir que si vous voulez utiliser Bitcoin, vous n'avez pas besoin de faire tourner des nœuds, de valider, etc., les transactions. Il n'y a pas besoin de faire ça. Ça permet de se rendre compte du rôle de la décentralisation. C'est-à-dire que, en fait, sur tous les nœuds, on va avoir des copies de la blockchain. Donc tous les nœuds qui vont être validateurs, qui vont plutôt être mineurs, vont avoir des copies de la blockchain. C'est-à-dire que, ici, on aura 3 personnes. On aura une personne A qui aura une copie de la blockchain. On aura une personne B qui aura une copie de la blockchain et une personne C qui aura une copie de la blockchain. Donc supposons que la personne A ici soit malicieuse et essaye du coup, encore une fois, de dire que je lui ai envoyé de l'argent et voilà une certaine somme. On pourrait tout à fait aller, on va supposer qu'elle ait assez de puissance et de chance dans la compétition pour reminer ici les blocs. Mais on peut s'apercevoir que le hash de son dernier bloc ici, il est de BC65. Et en fait, les deux autres personnes ici, leur hash finit par E4B9. Donc la majorité ici va se dire, il y a un problème ici, donc en gros, on va éjecter la personne malicieuse. Alors, en soi, c'est un peu plus complexe. Il y a aussi il y a une grosse part aussi de preuves de dépenses énergétiques, etc. Mais voilà. C'est vraiment ici pour l'introduction et la compréhension. Donc voilà, vous voyez que le côté décentralisé rajoute nouveau une surcouche de sécurité sur le tout. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu dans les médias, oui, Bitcoin s'est fait hacker. Bitcoin ne s'est jamais fait hacker. On va voir ça plus en détail un peu plus tard. Oui, alors quelles sont les applications de la blockchain? Déjà, par exemple, Bitcoin, vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe qui dans le monde
et c'est plutôt rapide, quoi. Parce que si vous voulez envoyer de l'argent à votre fils qui est en Australie, vous voulez lui envoyer, allez, je ne sais pas, 2000 $, 2000 euros, hein, globalement, ça risque de prendre éventuellement quelques jours à arriver. Alors qu'au niveau de Bitcoin, et puis il y a des blockchains hein, qui sont encore bien plus rapides, mais ça prendra maximum 10 minutes. Donc voilà. Aussi au niveau des frais, si vous envoyez par exemple 1 million d'euros en Australie, il se peut que vous ayez à mon avis 2 à 5% de frais, ce qui ferait quand même 20 000 à 50 000 euros. Je trouve ça un peu beaucoup. Alors qu'avec Bitcoin, si vous envoyez 1 euro en Bitcoin ou 1 milliard d'euros en Bitcoin, vous payerez toujours les mêmes frais. Bon, par contre, on ne va pas acheter sa baguette de pain avec Bitcoin parce qu'il se peut tout à fait que les frais soient de 10 euros. Donc ça arrangera plutôt effectivement les gros transferts d'argent pour le coup. Mais heureusement, Bitcoin n'est pas la seule blockchain. Oui, on a vu que du coup, la blockchain, c'était un ensemble de blocs. C'était quelque chose, vraiment une base de données sécurisée, décentralisée, etc. Et Carrefour, par exemple, a mis en place une blockchain, alors privée, bien à elle, certes, mais qui permet de faire le suivi de ces produits, hein, de tracer les produits, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Lors des élections, la blockchain pourrait être aussi utilisée pour voter en ligne de manière sûre et transparente, en réduisant hein, les risques de fraude. Hein. Je pense à certains pays, je ne vais pas les nommer, mais voilà, où il y a peut-être éventuellement du bourrage d'urnes. Et je pense qu'on a quand même le droit de choisir ses représentants sans qu'il y ait de la fraude, etc. Cependant, bien entendu, oui, il y a des points faibles qu'on essaye actuellement de changer. On a déjà des problèmes, par exemple avec Bitcoin, de scalabilité. C'est-à-dire que par exemple, dans Bitcoin, le réseau prend au maximum 7 transactions par seconde. Quand on parle de Mastercard, c'est 5000 transactions par seconde et Visa, c'est 24 000 transactions par seconde. On se rend compte que voilà, il y a des limitations. Cependant, il ne faut pas oublier que la blockchain, c'est vraiment une techno qui date d'il y a 15 ans. Et bon, on a de nouvelles choses qui se mettent en place, hein. Par exemple, le Lightning Network, qui est en fait une autre blockchain au-dessus de la blockchain Bitcoin, qui, bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais etc., avec des outils cryptographiques, qui permet en fait maintenant de passer le 1 million de transactions par seconde. Donc c'est quand même pas mal du tout. On voit souvent aussi, c'est vrai dans les médias, et c'est pas faux du tout, hein, que en effet la consommation d'énergie de la preuve de travail que l'on a vue, ça consomme en fait l'énergie d'un pays comme l'Argentine. Donc c'est absolument énorme, on est tout à fait d'accord. Cependant, on va quand même mettre en exergue que les mineurs, leur but, c'est de pouvoir toucher des récompenses. En fait, c'est des entreprises. Donc leur but, c'est de diminuer les coûts au maximum pour gagner le plus possible. C'est le but, hein, c'est le principe de fonctionnement d'une entreprise. Donc, leur principe, c'est aussi de se tourner plutôt vers les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. On se rend compte quand même que beaucoup de ce qu'on appelle des fermes de Bitcoin hein, sont près, de minage, pardon, sont près de sources hydroélectriques. Et surtout aussi, on voit la complexité et le manque d'ergonomie. C'est vrai que ce n'est pas évident pour Madame Michu qui a 80 ans de venir ici acheter des bitcoins. Ça, c'est sûr. On a aussi, du coup, pas mal de points forts. La sécurité. Donc ça, on l'a déjà vu avant. Globalement, Bitcoin ne s'est jamais fait hacker. On va revenir dessus un peu plus tard. Donc on a vraiment une structure cryptographique qui permet vraiment, et grâce à la validation par consensus, hein, on a vraiment une sécurité renforcée contre la fraude et les cyberattaques. Aussi, on a la notion de transparence. Il faut savoir que sur Bitcoin ou Ethereum, on peut savoir vraiment tout ce qu'il se passe à n'importe quel moment, c'est-à-dire que je peux voir les transactions que vous avez réalisées, etc. Donc, quand on entend assez souvent que Bitcoin est utilisé pour le financement du terrorisme ou l'achat de drogue ou, je ne sais pas encore, le blanchiment, en fait, il faut savoir que 0,15% des transactions sur Bitcoin sont illégales, enfin, sont frauduleuses. Alors que dans le système bancaire actuel, ainsi que le cash, hein, bien entendu, on estime ce chiffre à 5%.
On a aussi ce principe d'immuabilité, hein, quand on avait les différents blocs et qu'on essayait de modifier une donnée dans un bloc, on voyait que du coup on devait refaire des preuves de travail, etc. En gros, dépenser de l'énergie pour revalider les transactions. Ben, quand quelque chose est entré dans la blockchain, globalement, ben, on pourra toujours avoir une trace de ce quelque chose. On sait aussi que l'histoire est écrite par les gagnants, ça nous permettrait éventuellement de voilà, de graver des choses dans le marbre. Aussi, ben, la décentralisation, l'absence d'une autorité centrale réduit les points de défaillance uniques et forcément, ça offre aussi une résistance contre la censure et le contrôle centralisé. Donc, encore une fois, sur Facebook, ben, si vous dites quelque chose qui ne correspond pas à Facebook, ben, Facebook l'enlève. Mais globalement, avec la blockchain, ben, avec tout l'aspect décentralisé, puisque chacun a une copie de la blockchain et qu'on peut aussi mettre des données écrites et pas que des transactions dans la blockchain, on peut du coup garder des informations même qui peuvent déranger. Code is law aussi, le code c'est la loi. Donc à ce niveau-là, ben, vous pouvez voir le code de Bitcoin, il est public. Vous pouvez voir comment ça fonctionne, tout ce qui est prévu. Et on voit quand même une robustesse dans tout ce qui est les mathématiques, forcément. Et surtout, bah, ça permet du coup de posséder son argent. Alors, ce n'est pas un cours, je ne vous encourage pas à investir dans le Bitcoin, vous faites ce que vous voulez. Je vous montre juste comment, pourquoi ça peut être intéressant. Vous vous souvenez peut-être de Chypre et des prélèvements après la crise. Je ne sais plus en quelle année c'était, à mon avis c'était en 2009, 2010, 2011. Mais les épargnants de Chypre se sont vus ponctionner leur compte bancaire. Donc ça, c'est quand même un peu inquiétant parce que si ces habitants avaient des bitcoins, ben, on n'aurait pas pu voler, entre parenthèses, leurs bitcoins. Donc globalement, pour avoir des bitcoins, il faut créer un wallet, un portefeuille. On va vous donner une clé privée qui, comme son nom l'indique, doit rester privée, une clé publique, et ça, vous pouvez la passer à n'importe qui. En gros, la clé privée, pour faire un peu la métaphore, ça sera la clé pour accéder à votre logement, et la clé publique, ça sera votre adresse. Voilà. Et justement, quand vous allez, alors ensuite, une fois que vous avez votre compte, vous allez acheter des bitcoins sur une plateforme comme Binance. De grâce, ne laissez pas vos bitcoins sur Binance, rapatriez ces bitcoins directement sur votre wallet. Et si vous avez toujours votre clé privée, qu'il faut effectivement garder, il n'y a pas de mot de passe oublié, attention, vous pourrez toujours accéder ici à vos fonds. Et du coup, oui, pourquoi il ne faut pas laisser ces bitcoins sur ce genre de plateforme? On l'a vu avec un scandale qui est sorti il y a 1 an, je crois, maintenant, le scandale FTX. On a quand même... Globalement, si vous laissez votre bitcoin sur ce genre de plateforme, ces plateformes peuvent continuer à faire joujou avec vos bitcoins et éventuellement faire de la spéculation et se tromper. C'est tout à fait possible et faire de grosses bêtises et perdre votre argent. Donc, vaut mieux le rapatrier. Or, bien entendu, Bitcoin n'est pas la seule blockchain, il y en a des centaines, voire des milliers, je ne sais pas le chiffre exact. Et on a par exemple un Ethereum qui permet de créer des programmes sur la blockchain. Donc on avait déjà la blockchain Bitcoin qui permettait de faire des transactions. Et ensuite, on a eu Ethereum. Le principe d'Ethereum, c'est de pouvoir créer vraiment des applications, des vrais programmes. C'est ce que j'enseigne chez Alira, c'est créer des vrais programmes sur les blockchains. Et d'ailleurs, chez Alira, le premier TP que l'on fait, c'est un système de vote qui permet d'avoir du coup un vote décentralisé, sécurisé. Voilà, c'est ce qu'on donne comme premier TP ici aux apprenants. Autre chose, c'est que forcément pour la dépense énergétique, on avait Ethereum qui est une autre blockchain que Bitcoin qui fonctionnait aussi sur la preuve de travail et qui s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée au niveau de l'écologie. Et du coup, elle a changé de consensus, voilà, en plein vol, vraiment en plein fonctionnement. Et elle est passée à la preuve, ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. Je ne vais pas faire ici la description, mais voilà, elle a changé ici de consensus et elle a réduit du coup sa consommation d'énergie de 99,98%. Écoutez, pour ma part, j'ai fini déjà. Voilà, c'était rapide, mais bon. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va juste vous passer le micro à chaque fois que vous avez des questions.
J'avais une question donc. Tu disais tout à l'heure que Bitcoin n'a jamais été hacké, on va dire. Mm, Euh, il, il me semble qu'il y a eu je ne connais pas bien les termes, mais un fork de Bitcoin mm. il y a quelques années, en 2014 ou dans ces eaux-là, où on était passé de Bitcoin et il y a une nouvelle blockchain qui s'est créée qui était Bitcoin Cash. Ouais, c'est possible, ouais. Et c'était pour savoir Alors, si tu pouvais nous éclairer un peu plus là-dessus. alors que le hack, je le connais pas. En tout cas, Bitcoin, oui, ne s'est jamais fait hacker. Ce qu'on appelle les forks, en fait, puisque le code de Bitcoin est public, ben, on peut tout à fait reprendre le code de Bitcoin et créer sa propre blockchain. On change quelques paramètres globalement et on a potentiellement son Bitcoin numéro 2. Je n'ai pas en tout cas connaissance du hack à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ce soit un hack, mais peut-être que c'était une différence de point de vue entre les développeurs. Et puis Ouais, il y en a qui ont créé ouais, je blockchain. suis désolé, je ne saurais pas te dire à ce niveau-là. C'est une question un Euh, peu spécifique. ouais, il n'y a pas de souci. Mais globalement, la seule manière que l'on a vraiment de hacker, alors il y aurait peut-être les ordinateurs quantiques, mais bon, c'est pas encore pour tout de suite, même s'il faut y penser, mais ça serait d'avoir plus de 51% de la puissance du réseau. Si on avait un super ordinateur qui avait plus de 51% de la puissance de tous les mineurs, il pourrait éventuellement faire un sacré bordel. Mais bon, il y a tellement de mineurs différents dans Bitcoin que voilà, au niveau de décentralisation, on est pas mal, donc ça risque pas d'arriver. Voilà. Mais je suis désolé, je n'ai pas la réponse pour. Merci. Merci. Est-ce que tu peux nous donner d'autres applications concrètes des blockchains? J'hésite à parler d'un truc. Bah, je pense que. Alors là, bon, je pense que tout le monde a entendu parler des NFT. Alors, il y a beaucoup de gens qui voient les NFT juste comme globalement des singes sur des images, etc. Mais ouais, ça, c'est pas très intéressant. Mais globalement, c'est vrai que la technologie derrière est très intéressante. Je sais on m'avait une fois contacté. C'était quelqu'un qui travaillait dans le diamant, un directeur voilà, dans le diamant. Et bon, j'avais un mauvais a priori, forcément le diamant, il y a des choses un peu obscures derrière. Mais il me disait, ça serait bien, en fait un NFT, c'est un élément unique. Ok, c'est pas comme un Bitcoin. En fait, si vous voulez, un billet de 10 euros, c'est égal à un autre billet de 10 euros. C'est exactement la même chose en valeur, mais un NFT, c'est vraiment quelque chose d'unique. Alors, on pourrait dire que cette plante est totalement unique, que ce bâtiment est totalement unique. Et on aurait pu, du coup, ici, au niveau des diamants, représenter chaque diamant par un NFT, faire le traçage du coup du diamant et mettre les informations dans les métadonnées du NFT, etc. Et on aurait pu vraiment avoir quelque chose, un suivi du coup du diamant de façon sécurisée, décentralisée, immuable, etc. Ça, on m'a proposé ça. On m'a aussi proposé, bon, au niveau des NFT, de faire des documents uniques. Au niveau forcément d'Ethereum, on a tout ce qui est finance décentralisée. Donc tout ce qui est, voilà, il y a aussi un monde de la finance, hein, forcément, au niveau des blockchains, mais elle est décentralisée, donc il y a énormément de choses que l'on peut faire avec ça. Voilà, là tout de suite, j'ai pas plus d'idées en tête, mais on pourra en discuter après, j'en aurai sans doute qui vont venir nouveau. Du coup, là, quand on parle du système de vote en dernière partie et des 99,98% de baisse de consommation d'énergie, c'est-à-dire parce que du coup, là, c'est un peu. Alors les deux n'étaient pas liés, hein. Ouais. Au niveau alors, au niveau de la réduction de consommation d'énergie, en fait, Ethereum, pour valider les transactions, se basait comme sur Bitcoin, sur le proof of work, tu sais, enfin sur la preuve de travail. Mm. Donc, dépenser de l'énergie pour valider les transactions. Et maintenant, il est plutôt passé sur ce qu'on appelle le proof of stake, preuve d'enjeu. C'est-à-dire que pour valider les transactions, tu dois mettre une mise de départ. En fait, tu dois mettre ton propre argent. Et si tu fais n'importe quoi, on t'attaque au portefeuille. D'accord. Et c'est quand même quelque chose qui marche globalement bien pour, entre parenthèses, contrôler un peu le réseau, d'attaquer les gens au portefeuille, forcément. Je ne sais pas si tu avais une autre question par rapport au. Ouais, bon, alors du coup, c'était un peu si on fait ce système de vote, par exemple, sécurisé, au niveau de la consommation d'énergie, on est sur des choses qui sont beaucoup moindres que pour de la monnaie au niveau Ah sécurité. oui, 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 c'est sûr que si. Bon, et ensuite, il y a encore d'autres blockchains qui consomment encore moins que Ethereum. Il
faut savoir que même sur Ethereum, il y a ce qu'on appelle les Layer 2, c'est-à-dire qu'on construit des blockchains sur la blockchain Ethereum et on vient juste rentrer ce qu'on appelle système de zero knowledge proof, enfin c'est de la cryptographie, mais on vient juste rentrer des preuves dans Ethereum comme quoi il y a une transaction qui s'est faite sur l'autre blockchain, juste une preuve qui prend vraiment pas beaucoup de place. Et du coup, ça permet d'avoir un nombre énorme de transactions sur le layer 2. Et on se sert juste, si tu veux, de la sécurité d'Ethereum pour y mettre des informations pour aussi sécuriser ce qu'il y a au-dessus et qui carbure, quoi. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, en fait, je crois. Ouais, en tout cas, on a vraiment des baisses Oui, considérables oui. Et du coup, si on d'énergie, utilise de les layer consommation. 2 pour faire ce genre de truc, ça consomme vraiment pas grand-chose, quoi. Ok. Mais c'est clair qu'il y a toujours de l'amélioration à faire, quoi. Mais voilà, on essaye. C'est une technologie qui est récente et il y a toujours beaucoup d'améliorations à faire, c'est sûr. Comment s'est montée la chaîne des mineurs? Parce qu'il n'y a pas de petite annonce dans le Bon Coin, cherche mineur de Bitcoin ou mineur de blockchain en fait. Tout le monde peut être mineur de Bitcoin. Alors, ça va vous sembler bizarre, mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Parce que je suis plutôt, en fait, si vous voulez, dans la blockchain, il y a la partie infra, c'est justement de ce de quoi tu parles, et la partie développement, où là, je pense bien gérer. Au niveau du minage de Bitcoin, il faut acheter globalement, on utilisait des cartes graphiques avant. Maintenant, on utilise plutôt des machines qui s'appellent les ASICs, si je ne dis pas de bêtises. Et tu peux en acheter, hein, tu peux miner de chez toi. Le problème, c'est que vu le coût de l'électricité en France, actuellement, je ne suis pas sûr que ce soit très rentable. Voilà. Donc, et puis, comme dit, c'est tout sauf vert à ce moment-là. Il faudrait mieux peut-être. Je pense que dans d'autres pays, les prix sont quand même moins élevés. Je sais que près du Kazakhstan, je crois qu'il y a pas mal d'hydroélectriques et que c'est pas trop cher là-bas, etc. Voilà. Et c'est du coup plus renouvelable. Mais voilà, ouais. Mais tu peux le faire, hein, il faut juste acheter une machine en fait. Une machine spécialisée. Moi, c'était concernant le système de vote. Comment on pourrait du coup authentifier l'identité de la personne pour que Alors, justement il n'y ait plus de fraude, etc. Parce qu'il n'y aura pas ce système de carte d'identité, etc. aussi. Donc, c'est vrai qu'on a aussi un autre truc de la blockchain, c'est ce qu'on appelle l'identité décentralisée. Alors, comment on pourrait authentifier les personnes? Globalement, on aurait du coup, c'est un peu complexe, c'est un peu de la programmation là du coup, mais comment on pourrait faire ça? On enverrait, en fait, chaque personne, bon, nous on le fait sur le réseau Ethereum, mais chaque personne est du coup représentée, pour simplifier, par sa clé publique. Tu vois, et du coup, chaque personne pourrait recevoir un courrier de l'État sur lequel il va noter sa clé publique. Cet État construirait ce qu'on appelle une whitelist, enfin une liste de personnes autorisées à voter. Comme ça, on n'aurait pas des personnes qui voteraient plusieurs fois. Et du coup, hein, sur le programme, on écrirait il faut que cette personne n'ait pas déjà voté. Donc si elle vote, on met forcément qu'elle a déjà voté. Mais au début, il faudrait qu'on dise qu'elle n'ait pas déjà voté, cette personne, qu'elle soit bien whitelistée, qu'elle soit bien dans la whitelist. Et voilà. comment on saurait que c'est elle justement qui est en train de voter, parce qu'il n'y a pas de vérification de cette identité-là. Parce que moi, par exemple, je peux aller chez quelqu'un avec ce code en étant sur la whitelist et voter à sa place. Est-ce qu'il y a un système de... Il faudrait effectivement, mais ça serait plutôt en amont, il faudrait une façon d'en effet sécuriser. Et peut-être le mieux, ce serait en effet de relier tout ce qui est ce système de voting à l'identité décentralisée, qui est un domaine d'ailleurs bien à part que je ne maîtrise pas tout à fait, mais voilà. Du coup, moi je rebondis un peu sur sa question. Vu qu'on a besoin de vérifier l'identité pour éviter qu'on ait plusieurs votes, etc. Est-ce que ça nous permet toujours de garantir l'anonymat de nos votes, justement? Globalement, je pense que là, il y a plusieurs solutions. Soit déjà, tu aurais une blockchain, alors il y a les blockchains publiques, comme Bitcoin ou Ethereum, mais tu peux aussi créer une blockchain privée. Tu vois, Carrefour, pour son tracé de produit, il a une blockchain privée. Je pense que clairement, l'État, ici, irait créer sa propre blockchain privée et irait du coup, reprendre le principe peut-être de fonctionnement d'Ethereum, mais le tout privé. Comme ça, on n'arrive pas, en effet, à savoir qui a voté quoi. Et du coup, ça serait... l'État pourrait quand même encore savoir derrière, vu qu'ils auraient la main sur sa blockchain. Potentiellement, en effet. Ouais. C'est vrai. Ouais, donc on est
pas sur nos Donc il y a encore plus de réflexion à faire à ce niveau-là. Après, il y a encore excuse-moi, il y a encore une autre façon de faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Bon, avec le concept, avec vraiment le hash, tu peux aussi gérer tout ce qui est. Bon, c'est un peu complexe là, mes étudiants sauront de quoi je parle, mais voilà, tu peux aussi gérer une empreinte avec un hash qui permettrait d'un peu anonymiser ça, mais voilà. C'est vrai qu'il y a des outils cryptographiques qui pourraient permettre. En fait, il y a des outils cryptographiques qui permettent de vérifier une donnée, que quelque chose est vrai, sans accéder à cette donnée. Donc ça pourrait aussi, bon, c'est très complexe, mais ça pourrait aider, en effet. Oui. J'ai vu sur la présentation que tu es aussi développeur Web 2 et 3.0. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et aussi un peu plus sur la transition en ce moment sur le Web 3.0 dans laquelle du coup la blockchain, elle est un peu l'outil phare Ouais, oui. Je suis surtout dev en fait. Je suis pas. C'est vrai que je suis 99% dev et 1% un peu infrastructure. Le dev, c'est vrai que j'ai formé pas mal de gens, plus de 200 personnes, je pense, dans le Web 2, et pas le même montant, le même montant, oui, de personnes dans le Web 3. Ta question, c'est plutôt pour passer du Web 2 au Web 3 ou comment est-ce qu'on rentre déjà dans le Web 2? C'est plutôt comment on passe en ce moment du coup du Web 2 vers le Web 3 et comment du coup on fait la transition. Il faut déjà avoir de très bonnes bases dans le Web 2, donc des langages qui vont peut-être te parler, je ne sais pas, HTML, CSS, JavaScript, React. Ça a aussi manipulé les outils de versionning à côté, GitHub, etc. forcément. Et moi je suis dans une école, donc je vais en faire un peu la pub. Bon, il y a Alira, voilà, donc tu peux aller dans une école où il y a énormément, on a quand même l'avantage au niveau de la blockchain, du Web 3, c'est que c'est vraiment un écosystème où il y a beaucoup de gens qui donnent gratuitement, tu vois. Donc, par exemple, dans ma chaîne YouTube, ici, dernièrement, j'ai sorti un tuto de 3h30, tu vois, gratuitement, que je donne comme ça pour apprendre justement à coder en Web 3 en faisant un projet de A à Z. Donc, tu as pas mal de ressources. Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal en anglais. Je ne sais pas si tu sais lire, si tu comprends l'anglais. Un petit peu. Un petit peu. Bon, après, le mieux, c'est de regarder tous les films. Tu commences à regarder les films en anglais et à t'y mettre un peu en te forçant. Mais passer du Web 2 au Web 3, quand tu as de bonnes bases en Web 2, c'est relativement simple. Il y a pas mal de ressources gratuitement. Je pourrais t'en passer une si ça te dit. Ouais, carrément. Bon, elle est en anglais ou sinon, il y a ma chaîne. Mais voilà, c'est ce que j'apprends. C'est quoi la différence concrètement? Le dev Web 3, il fait quoi de plus que le dev Web 2? On me la pose souvent celle-ci. Justement, déjà dans le dev Web 2, tu as quand même. Déjà, tu n'as pas la blockchain derrière, donc tu n'as pas la base de données sécurisée, décentralisée, immuable derrière. C'est surtout ça. Parce que dans le dev Web 2, si tu veux modifier une donnée sur un serveur centralisé, tu as juste à aller dedans et puis c'est modifié. Voilà, merci, bonsoir. Toi, par exemple, pour le traçage de produits, si il y a un problème avec un produit et que tu as ton système de traçage qui est centralisé, tu as juste à aller sur ton ordi, tu changes la ligne, c'est rien passé, il n'y a rien à voir, au revoir. Tu vois. Alors que sur la blockchain, il y aura toujours une trace de ce qui s'est passé quand même. Ouais, donc c'est plus de l'applicatif par exemple que du site vitrine. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, on va pas. De toute façon, ce qu'il faut aussi ça. Par exemple, sur Ethereum, t'es dev, c'est ça? Ouais. Si tu veux mettre une string, enfin une chaîne de caractères sur Ethereum, ça te coûte un blinde, tu vois, parce qu'il y a aussi des frais de gaz, ça coûte hyper cher. Donc, il nous arrive de malgré tout utiliser une base centralisée à côté. Tu mets en fait une empreinte, un hash par exemple, tu veux mettre un roman sur la blockchain, alors tu as aussi IPFS, c'est encore une autre blockchain, mais voilà. Mais tu peux mettre une empreinte, du coup un hash, qui va venir décrire ton roman sur la blockchain. Et ton roman, tu vas le mettre dans une base de données centralisée, et tu vas comparer les hashes pour voir. Donc ça, c'est une manière de faire aussi. Bon, voilà, pas mal de choses. J'ai entendu parler de personnes qui stackent leur crypto-monnaie, mais j'ai pas compris ce que c'était vraiment. Oui. Alors ça, c'est plutôt oui, dans la finance décentralisée.
Ou tu peux aussi stacker des NFT, hein, si tu veux d'ailleurs. Moi, je vais peut-être par exemple dire l'exemple des NFT. Bah, tu t'y connais peut-être un peu en NFT? Ok. Bon, pour les cryptos, globalement, l'objectif, c'est de venir... comment on pourrait dire ça simplement? En fait, t'as acheté une certaine somme de crypto-monnaie, tu vas venir placer cette somme de crypto-monnaie quelque part. En fait, c'est comme ton compte bancaire. Tu vois, quand tu as de l'argent sur un compte bancaire que tu viens de déposer sur un compte bancaire, bah, la banque fait un peu joujou avec cet argent. Et ensuite, elle fait joujou avec ton argent. Et puis, à la limite, elle te rebalance des intérêts à la fin de l'année. Tu vois. Bah, c'est exactement la même chose, le stacking au niveau des cryptos. Tu peux venir placer un certain montant de crypto quelque part sur une application, hein, sur un contrat intelligent, par exemple sur Ethereum. Et du coup, tu le places chez quelqu'un, ce quelqu'un va faire joujou avec, va te donner des garanties, hein, forcément c'est mieux. Et en échange de faire joujou avec ton argent pour gagner de l'argent, encore plus, elle va te passer des intérêts. Voilà, globalement c'est ça le stacking, hein. Tu viens, un peu plus techniquement, tu viens déposer ton argent sur un contrat intelligent qui va ensuite... faire joujou avec ton argent, quoi, pour ensuite te rebalancer des intérêts. Merci. Même si on a d'autres questions ou qu'on aimerait voir tes vidéos, on peut te retrouver où? YouTube, oui. Ben Beka, du coup. Ben Beka. Ouais, Tu veux mettre le... Non, vous tapez juste ça sur YouTube et ça sera les premières vidéos. Super, merci. Merci à vous, merci à l'agence.